Bien, mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Fleur Pellerin, qui est secrétaire d'État chargée du commerce et du tourisme, si je ne me trompe pas. Donc, merci d'être avec nous. Avant de commencer notre séance proprement dite, je crois que Pierre Lelouch a un point d'ordre à soulever. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est pour vous signaler qu'on m'a confié un rapport en vue de la ratification d'une convention internationale de l'Union postale universelle, avec un rapport qui devait être soumis à cette commission dans les jours qui viennent et une ratification qui était inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. Après étude du dossier en détail avec l'administrateur, M. Delmas, nous nous sommes rendus compte que la convention qui était présentée à l'Assemblée nationale et qui résulte d'une modification en date de 2008 de la multiple convention de l'Union postale, dont le texte fondateur a été signé dans les années 1860-1870, enfin bref, la convention de 2008 a été remodifiée en 2012. Et au terme même de la convention de 2012, les conventions précédentes sont caduques, abrogées, dit le texte. Autrement dit, la convention qui allait être ratifiée par une loi française est caduque. Ce qui m'a amené à dire, à suggérer qu'on laisse ce texte de côté et qu'on s'intéresse à la suivante, la convention de 2012, qui est en ce moment examinée par le secrétariat général du gouvernement. Donc je vous propose de prévenir les services de l'Assemblée de déprogrammer la convention de 2008 et de programmer à l'ordre du jour, dès que ce sera prêt, la loi de ratification de la convention de 2012. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, afin d'éviter une erreur qui aurait pu être un peu cocasse et embarrassante, pas la peine de faire une loi pour ratifier des conventions caduques. Bon, chers collègues, d'abord, j'entends... Bon, excusez-moi, une dernière remarque. Il ne serait peut-être pas mauvais que vous interrogiez les services du ministère des Affaires étrangères sur la transmission à cette Assemblée d'un texte qui est abrogé. C'est quand même un peu cocasse. Il y a sûrement quelqu'un qui a fait une petite erreur quelque part. Ce serait pas mal de savoir qui. Alors, je m'apprêtais à vous dire exactement ça. Nous allons interroger le ministère des Affaires étrangères, non seulement sur la raison pour laquelle on nous transmet un texte qui est devenu caduc, mais aussi sur la question de savoir si le retrait de ces textes ne poserait pas de problème juridique. Donc on attend la réponse. C'est vrai qu'il y a très très grande lenteur, la preuve des mécanismes de ratification. On a aussi un engorgement. Je vais vous citer les chiffres du nombre d'accords internationaux que nous avons déjà ratifiés depuis le début, examinés en tout cas depuis le début de la législature. 56, il y en a 39 qui sont en instance. Je veux souligner aussi que dans le cas de ces deux projets, il s'est écoulé 2 ans entre leur signature et leur dépôt au Parlement. 2 ans. Ensuite, le Sénat les a examinés pendant plus de 2 ans. Et ils sont en instance à l'Assemblée depuis 1 an. Bon, ça fait 5 ans au total. Évidemment inadmissible. Alors, il faut dire aussi qu'avant d'être déposés au Parlement, les projets sont traités par différents services, que la phase la plus longue est celle de la rédaction du projet de loi, dans le projet de loi de l'étude d'impact, qui est, comme vous le savez, depuis la révision constitutionnelle de 2008, est devenue obligatoire. Et que les délais d'examen par les commissions sont aussi très très lents. Sur la convention postale qui a été adoptée en 2004, le gouvernement avait mis 2 ans et demi avant de déposer le projet de loi. Alors tout ça, pour vous éclairer sur les raisons pour lesquelles, ça n'excuse rien. On aurait dû nous signaler la caducité, on aurait dû traiter le problème avant de nous transmettre les projets de loi. Je pense que c'est l'absence de priorité qui est à l'origine de ce retard parlementaire. En tout cas, je vous communiquerai évidemment la réponse à la fois sur le fond, si est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des problèmes juridiques trop compliqués, si on retirait le projet, puis naturellement sur les raisons pour lesquelles nous avons été saisis de projets de loi caducs. Mais heureusement,
Heureusement que notre petit secrétariat et l'excellent monsieur Delmas, n'est-ce pas, et vous-même, naturellement, chers collègues, vous avez l'œil pour détecter les anomalies. Hein. Voilà. Bien, alors s'il n'y a pas d'autres points d'ordre, je veux remercier, et avec Daniel Auroy, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, avec quelques-uns de ses collègues de la Commission des Affaires européennes, remercier Flore Pellerin, secrétaire d'État en charge du commerce extérieur, pour cette audition ouverte à la presse qui va être consacrée exclusivement, si vous voulez bien, aux négociations sur le partenariat transatlantique. Alors, on sait qu'il y a une forte mobilisation de l'opinion publique sur cet important sujet, c'est parfaitement légitime. Vous vous souvenez, chers collègues, que nous avons ici même eu plusieurs débats sur ce projet de traité. Je salue la présence de Seba Dagoma, bien qu'en principe elle soit en congé, mais Seba, avec plusieurs d'entre vous, a beaucoup travaillé. Nous avons discuté ici même, puis en séance publique, un projet de résolution projet de résolution qui, le 22 mai dernier, a souligné, s'est prononcé pour la poursuite des négociations, puisqu'il y avait un projet de résolution qui demandait la suspension des négociations, au motif des risques qui sont réels, hein, évidemment, que l'on encourt dans cette discussion. Mais la résolution finale que nous avons profondément amendée a demandé la poursuite des négociations avec, évidemment, une exigence de transparence et d'information du Parlement vis-à-vis du gouvernement. Donc, nous allons évidemment demander, je demande en votre nom à la ministre, où est-ce qu'on en est des demandes d'information, de la publication du mandat que le gouvernement a demandé, mais il faut un accord évidemment au Conseil là-dessus. Ça, c'est une première chose. Et comme vous avez tenu, je crois, ou que se sont tenues 5 séries de négociations et que la 5e vient d'avoir lieu justement en Virginie, nous attendons de vous, Madame la Ministre, que vous nous fassiez évidemment le point où nous en sommes. Alors, je rappelle brièvement pour nos collègues que nous avons dans cette négociation, si nous avons ouvert cette négociation, c'est parce que nous pensons avoir un intérêt à l'ouvrir. Naturellement, si elle se conclut de façon favorable, compte tenu du mandat que nous avons donné à la Commission et que le gouvernement a donné à la Commission. Alors, nous savons qu'il y a pour nous ce qu'on appelle les intérêts défensifs, c'est-à-dire ce sur quoi nous devons nous protéger dans cette négociation. Je rappelle qu'il n'est pas question, évidemment, d'accepter les poulets chlorés, les bœufs aux hormones, bref, de céder sur la législation européenne concernant les protections sanitaires, par exemple. Nous avons naturellement, et nous avons demandé, alors ça ce sera peut-être un sujet de discussion, l'exclusion des secteurs défense et audiovisuel. Et par ailleurs, nous avons aussi des intérêts offensifs qui sont que le secteur financier, nous avons un secteur financier qui est très vivant, doit pouvoir être présent davantage, notamment aux États-Unis, et que nous avons certainement un intérêt à rapprocher les normes européennes et américaines dans tous les domaines, mais spécialement dans celui-ci, parce que nous pourrions évidemment peser beaucoup dans le reste du monde. Et puis il y a l'ouverture des marchés publics. Alors je donne un peu ces grandes indications, mais évidemment la ministre reviendra dans le détail. Par ailleurs, nous avons exprimé lors du vote du débat sur la résolution notre inquiétude sur la perspective d'avoir un mécanisme de règlement des différends, sachant que le mécanisme qui est en cours dans l'ALENA soulève des craintes qui sont tout à fait légitimes d'ailleurs. Est-ce que ça ne permettrait pas justement à des entreprises de contester des normes ou des réglementations ou une législation européenne ou nationale? Alors, sur tous ces points, la ministre avait déjà répondu, mais je pense qu'elle fera un rappel du point où nous en sommes et que surtout, si vous voulez bien, Madame la Ministre, nous dire où nous en sommes dans les discussions,
quelles sont les premières indications que vous pouvez avoir sur l'ouverture, par exemple, des négociateurs américains sur les marchés publics, qui pour un intérêt évidemment tout à fait fondamental pour nous. Il y a la question évidemment qui depuis est apparue, depuis le 22 mai, la question de l'exterritorialité, soulevée notamment par la situation de la banque BNP Paribas, qui est menacée de sanctions par les Américains. Je crois que c'est une occasion de faire le point. Évidemment, moi je comprends qu'on ait la réaction lorsqu'on voit cette attitude des Américains. Je comprends qu'on dise attention, on ne peut pas poursuivre cette négociation si la banque BNP Paribas se trouve menacée de mort, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. En même temps, on peut aussi voir les choses autrement et considérer que c'est justement cette négociation qui peut-être, si elle est bien menée, à l'avenir, rendre impossible ce genre de traitement discriminatoire à l'égard des banques européennes. Voilà. Alors, ça, c'était quelques rappels que je voulais faire pour commencer. Je vais passer la parole pour son introduction à Daniel Aura, et puis ensuite, conformément à nos habitudes, la ministre s'exprimera, et ensuite, chers collègues, vous pourrez à la fois faire les remarques et poser les questions que vous souhaitez pour une réponse en bloc par la ministre, afin qu'on puisse, chacun, dans le laps de temps, puisse exprimer ses préoccupations. La parole est à Daniel Leroy. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. À mon tour de vous remercier, Fleur Pellerin, pour votre présence. La Commission des Affaires européennes, bien sûr, suit avec une grande vigilance les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis en matière commerciale. Nous avons d'ailleurs adopté 2 résolutions européennes sur le mandat de négociation du projet transatlantique, la dernière dans les conditions qu'a rappelé effectivement Elisabeth Guigou, puisqu'en général la résolution passe aux affaires européennes puis ensuite aux affaires étrangères. Donc il y a une cohérence et une coordination forte entre nous. Par ailleurs, au sein de notre commission, nous avons constitué un groupe de travail qui a commencé des auditions. Nous avons déjà reçu le monde agroalimentaire, nous avons reçu le monde de la société civile, nous allons recevoir les PME, PMI, puis les grandes entreprises. Ceux que nous avons déjà reçus ont tous exprimé une grande inquiétude par rapport à ces négociations entamées, même si on leur dit qu'il y a des lignes rouges, même si on leur dit qu'il n'est pas question que le commerce s'ouvre sans qu'il y ait perspective de croissance et d'emploi du côté de l'Union européenne, ils ne sont pas rassurés, que ce soit les uns ou les autres, parce qu'ils ont l'impression que on va laisser filer des choses. Donc je pense qu'il faut effectivement, et vous avez commencé à le faire largement, Madame la Ministre, déjà assurer une meilleure transparence sur les négociations à l'égard tant de la société civile que des représentants effectivement du peuple que nous sommes, nous les élus. Les parlements nationaux, effectivement, ont droit au premier chef d'être informés, comme le Parlement européen le doit l'être aussi. Et nous serons amenés, donc, les parlements, vous le savez bien, à ratifier cet accord, certes par un oui ou par un non, mais c'est quand même quelque chose qui est un mécanisme important de suivi. Et donc, toutes les étapes de cette négociation nous demandent, me semble-t-il, des avis importants. Alors, du coup, première question, est-il prévu que la représentation nationale se prononce prochainement sur cet accord de libre-échange signé, et ceux qui sont signés déjà ou déjà en application, comme par exemple celui entre l'Union européenne et la Colombie et le Pérou, qui date de 2012, qui est déjà appliqué provisoirement, mais que nous n'avons pas ratifié. Nous, en tant qu'Assemblée nationale, on sait bien qu'il y a d'autres accords que la négociation entre les États-Unis et l'Union européenne. Il y a l'ensemble du Mercosur, il y a l'Inde, et il est peut-être prudent d'être transparent sur tous ces sujets et ne pas se focaliser uniquement sur la négociation avec les États-Unis. Certes, la transparence est un point de départ, mais la question de fond reste la qualité de l'accord. Elisabeth Guigou a rappelé les lignes rouges, et donc je pense que c'est extrêmement important. Nous avons travaillé l'année dernière, plutôt avec succès, sur l'exception culturelle européenne et la prise en compte des préférences collectives des citoyens européens, mais nous avons l'impression que sans arrêt, il y a des remises en cause. S'agissant par exemple de l'harmonisation des normes, est-il raisonnable de s'engager dans les négociations alors que les États-Unis sont actuellement en train de refondre leurs lois
sur la sécurité sanitaire pour la plupart des aliments et que l'on n'a aucune visibilité sur le contenu de ces futurs règlements. Donc, est-ce qu'on ne va pas être dans une négociation et s'apercevoir qu'il y a des lignes rouges qui sont franchies simplement parce que la loi américaine a changé? Donc, est-ce qu'il y a déjà des éléments à ce niveau-là? Enfin, et Elisabeth Guigou l'a dit aussi, la question du mécanisme des règlements des différends est un point d'inquiétude fort, car il remet en cause la souveraineté des États et leur capacité à légiférer. L'Allemagne a déjà des soucis, mais si je rappelle d'autres procédures agressives, il y en a déjà qui sont en cours contre des États souverains, certes qui ne sont pas des États européens, mais enfin, Veolia attaque l'Égypte et Philip Morris l'Australie. Donc demain, et je répète, l'Allemagne est mise en cause. Donc nous comptons bien entendu sur le gouvernement français pour que la Commission européenne et la Commission des affaires étrangères fassent un compte-rendu sérieux et détaillé de la consultation actuellement en cours, et puis que le gouvernement français puisse nous informer sur un mécanisme d'arbitrage investisseur-État, ou bien est-ce qu'il y a uniquement recours aux voies du droit national dans ce domaine-là, puisqu'on sait que l'Union européenne a déjà pris un certain nombre de résolutions dans ce domaine-là, en particulier, et j'avais eu l'occasion de faire une publication là-dessus, sur la publication des informations non financières des entreprises. Donc au moment où, au niveau de l'Europe, il y a de la transparence acquise, est-ce que ces négociations les gardent ou les remettent en cause? Enfin, dernière question, c'est presque une question de confiance. Croyez-vous, Madame la Ministre, que ces négociations pourront aboutir dans le moment très court imposé par les prochaines échéances électorales aux États-Unis? On est déjà au midterm election. Et compte tenu que le Congrès n'accordera sans doute pas au président Obama le fast track. Donc, comment allez-vous vous sortir de tous ces pièges, si je puis m'exprimer ainsi? Madame la ministre, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup tout d'abord au président de Guigou et au roi de m'avoir invité à avoir ce temps d'échange avec les deux commissions. Je crois que c'est effectivement un exercice utile et que je me suis engagée devant la représentation nationale à reproduire autant de fois que nécessaire pendant toute la durée des négociations. Je voudrais moi aussi revenir un petit peu sur le rappel de nos intérêts économiques offensifs dans le cadre de cette négociation, rappeler l'intérêt que peut avoir la France et que peut avoir l'Europe à conduire ces négociations, avant de revenir également sur les lignes rouges et puis pour finir par faire un point sur l'état d'avancement des négociations au terme du 5e cycle de négociations qui vient de se terminer. Alors tout d'abord, sur les intérêts offensifs, je crois qu'il faut partir de l'idée qu'il nous faut absolument combattre les arguments qui consistent à dire que nous n'aurions rien à gagner dans ces négociations. Je crois qu'il faut aussi refuser de laisser dire que il faut refuser l'idée que notre partenaire américain pourrait se détourner de l'Europe au profit d'autres grandes régions. Vous savez que les Américains négocient d'autres traités de libre-échange actuellement vers d'autres régions du monde. Et je crois qu'il y a aussi un intérêt à garder un équilibre dans les échanges économiques internationaux. Nos économies avec Union européenne et États-Unis sont déjà très très liées, très intégrées de part et d'autre de l'Atlantique. Et je pense qu'il est absolument naturel et nécessaire de s'interroger sur la meilleure manière d'améliorer des relations commerciales qui sont aujourd'hui privilégiées, mais cela dans un esprit bien entendu de réciprocité, de vigilance, d'exigence et de transparence, et je reviendrai sur chacun de ces termes. Alors tout d'abord, rappeler que la France et les États-Unis sont des partenaires majeurs l'un pour l'autre. Notre relation s'appuie sur un dynamisme des échanges entre nos économies respectives, qu'il s'agisse d'investissements directs étrangers ou d'investissements bilatéraux ou de commerce. Pour la France, les États-Unis sont le premier client hors Union européenne, le premier investisseur étranger et également le premier destinataire de nos investissements directs à l'étranger. Donc le premier constat, c'est d'abord que nos investissements croisés sont aujourd'hui source d'emploi et de croissance et qu'ils ont ces derniers temps atteint une densité assez exceptionnelle. Les États-Unis sont les premiers investisseurs étrangers en France avec près de 20% des capitaux étrangers investis dans nos entreprises, la moitié de ces investissements étant concentrés dans l'industrie, ce qui représente un total de 450 000 emplois en France sur notre territoire. Les États-Unis sont également notre première destination en matière d'investissement français à l'étranger, avec là aussi près de 20% du total des investissements français. En dehors du territoire, la France est devenue en 2012 le 5e investisseur étranger aux États-Unis, en progression de 2 places. Et ce sont aujourd'hui plus de 2300 entreprises françaises qui emploient 500 000 Américains,
pour un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 170 milliards d'euros. Donc, en dépit d'idées reçues et de clichés parfois bien enracinés, l'économie française est l'une des plus ouvertes du monde. Nous sommes le 5e récipiendaire en matière d'investissement direct étranger et le 1er récipiendaire d'investissement étranger dans l'industrie en Europe. Les chiffres de 2013 publiés par le cabinet Ernst & Young l'ont encore récemment confirmé. Deuxième constat, nos échanges commerciaux sont eux aussi extrêmement dynamiques. Hors de l'Union européenne, les États-Unis sont notre premier client et notre deuxième fournisseur, avec près de 60 milliards d'euros échangés. 22 000 entreprises françaises exportent aujourd'hui aux États-Unis. 80% de ces entreprises sont des PME et des ETI. La France est donc le 9e fournisseur des États-Unis, avec une part de marché en progression en 2013. Et nous sommes aussi, la France, la 6e puissance exportatrice mondiale. Ce sont des données de l'OMC de 2013. Le 4e exportateur mondial dans le secteur agroalimentaire. Et donc défendre notre économie, nos emplois et notre croissance, c'est aussi défendre nos exportations et l'accès des entreprises au marché des pays tiers. Troisième constat, les États-Unis sont aussi le premier partenaire scientifique de la France et un partenaire majeur pour la coopération universitaire. Nous avons par ailleurs, en matière d'entreprises à forte croissance, le président de la République a inauguré à San Francisco en février dernier un incubateur, un accélérateur d'entreprises de start-up françaises. Donc cette relation, qui est déjà très dense, doit maintenant se renouveler et se projeter davantage vers l'avenir. Le partenariat commercial transatlantique n'est pas une idée neuve. L'idée date des années 90. Elle s'est traduite par le lancement en 1995 d'un dialogue économique transatlantique. En 2013, nous avons décidé d'aller plus loin en ouvrant des négociations pour un accord aux ambitions plus vastes que des seules ambitions commerciales. Cet accord présente, comme toute négociation, des défis, des difficultés. Elle se heurte de part et d'autre à des sensibilités légitimes, mais je crois qu'il importe de rappeler qu'il constitue également une opportunité de part et d'autre. Et donc je voudrais revenir un petit peu sur les intérêts offensifs. Donc du côté français, l'objectif du gouvernement est, vous le savez, défendu. Il s'agit de manière non exhaustive de l'accès au marché public américain au niveau fédéral et au niveau subfédéral, de la protection des indications géographiques, de l'allègement des coûts réglementaires pour nos exportateurs, notamment dans le secteur des cosmétiques, des médicaments, des biens industriels ou encore des produits alimentaires ou du textile, des vêtements, via la suppression de barrières non tarifaires que constituent des procédures extrêmement lourdes d'enregistrement, d'agrément ou encore de recertification. Je pourrais vous citer des exemples tout à l'heure pendant la discussion. Ambitieux également via la reconnaissance mutuelle des normes, quand ce sera possible et souhaitable, ou encore l'adoption de futures normes compatibles pour les nouveaux secteurs, par exemple en matière de véhicules électriques ou encore de 5G. Ces normes qui pourraient devenir une référence mondiale, je crois que l'ambition qu'il y a derrière cette convergence ou cette reconnaissance mutuelle des normes, c'est quelque chose de très important, c'est de permettre à l'Europe de donner un peu plus le là en matière de normes et de standards. On le sait aujourd'hui, les normes et les standards sont devenus un élément essentiel de la compétitivité mondiale. Hier, nous avons su triompher avec la norme mobile GSM, avec des retombées économiques considérables, et c'est avec ce type d'ambition qu'il faut aujourd'hui renouer. Notre objectif n'est donc pas seulement de réduire des droits de douane, il en existe encore un peu avec des pics dans certains secteurs, mais ils sont plutôt relativement faibles des deux côtés de l'Atlantique. Ce résultat-là ne serait évidemment pas suffisant, pas satisfaisant et ne répondrait pas à nos attentes. Ce que nous visons dans cet accord, c'est d'abaisser les barrières non tarifaires pour que les produits français soient exportés plus facilement vers les États-Unis. Alors, naturellement, on n'entre pas dans une négociation en ayant seulement à l'esprit ce que l'on peut y gagner. Ce serait trop simple, sans doute. La France et l'Union européenne sont entrés dans ces négociations avec la pleine conscience qu'ils ne sont pas prêts à négocier, et nous l'avons clairement fait inscrire dans le mandat de négociation un certain nombre de lignes rouges. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir à l'occasion des questions que vous souhaiterez me poser après ces propos introductifs, mais je souhaite vous rappeler 3 points de vigilance ainsi que les lignes rouges que j'évoquais à l'instant. Ces 3 points de vigilance essentiels, ce sont tout d'abord, ça peut paraître un truisme, mais c'est utile de le rappeler, la nécessité d'atteindre un accord équilibré. Le risque de déséquilibre, il est bien sûr inhérent à toute négociation. Et c'est pour cela que le gouvernement sera très, très vigilant aux côtés de la Commission européenne. Les États européens partent avec un certain handicap face aux États-Unis dans la mesure où nos intérêts offensifs portent essentiellement sur les aspects non tarifaires et réglementaires, dont la négociation est par essence beaucoup plus complexe que des discussions tarifaires, car les dispositifs américains et européens sont assez différents en la matière. Et à cet égard, une application insuffisante du partenariat commercial transatlantique aux États américains conduirait à un résultat final déséquilibré et donc inacceptable
pour l'Union européenne et pour la France. C'est donc un point dur à défendre. Les produits agricoles, ce sont les produits sensibles européens. Face à la concurrence du fait de notre différentiel de compétitivité. Donc la France a demandé à la Commission européenne, conjointement avec la Pologne, de ne pas libéraliser complètement un certain nombre de produits sensibles agricoles. Ça représente environ 4% des lignes agricoles et ça correspond à 0,6% des importations, dont notamment la viande de bœuf, la viande de porc, la volaille, le maïs doux, quelques produits aminacés, le bioéthanol, le rhum ou les ovoproduits. Autre ligne rouge, autre intérêt défensif, les préférences collectives. Il y a les deux présidents qui ont fait allusion tout à l'heure. Donc pour prendre en compte les choix citoyens, la France et l'Union européenne ont toujours adopté une attitude prudente, fondée sur le principe de précaution, conduisant ainsi à exclure, par exemple, la décontamination chimique des viandes, ce qu'on appelle le poulet chloré, ou l'utilisation de promoteurs de croissance, des hormones, en élevage. La Commission a assuré publiquement qu'elle défendrait nos positions et nous y veillerons donc de manière extrêmement étroite. Et en tout état de cause, la législation européenne ne sera pas modifiée par l'accord avec les États-Unis. Donc il est faux de dire que se négocie dans le cadre du partenariat, des discussions autour du partenariat transatlantique, une révision à la baisse de nos normes sanitaires et phytosanitaires, et notamment dans le secteur agroalimentaire. Donc les lignes rouges, je crois que ça aussi c'est un point qui a été évoqué. Le maintien de l'exclusion des services audiovisuels dans les engagements de libéralisation des services constitue une ligne rouge qui est garantie par le mandat de négociation. Donc cette exclusion sera assurée dans le principe du respect de neutralité technologique. C'est important de préciser ce dernier point, car il ne faudrait pas que l'exception culturelle puisse être remise en cause par l'introduction d'un concept de produit numérique qui permettrait de revenir sur l'exclusion des services audiovisuels de la négociation. Deuxième ligne rouge, la réciprocité dans l'ouverture des marchés publics. Aujourd'hui, nous considérons que l'ouverture doit être la même aux États-Unis pour les entreprises européennes qu'en Europe pour les entreprises européennes. Aujourd'hui, la situation, c'est que près de 100% des marchés publics européens sont ouverts à des entreprises étrangères, donc à des entreprises américaines, mais seulement 47% des marchés publics européens, des marchés publics américains sont ouverts à des entreprises européennes. Donc ça, c'est un point dur de l'accord. Et je me rendrai d'ailleurs la semaine prochaine à Washington pour rencontrer le négociateur américain et j'aurai l'occasion à ce moment-là de réitérer cette ligne dure de l'Union européenne. Autre point, autre ligne rouge, la protection des données personnelles. Ce sujet n'est pas négocié dans le cadre de l'accord, mais puisqu'il sera question néanmoins de e-commerce et de services, il faut qu'il soit très clair qu'aucune règle de l'accord, notamment dans son volet relatif au commerce électronique, ne devra affecter le niveau de protection des données personnelles qui existe dans l'Union européenne. La santé et la protection des consommateurs, autre ligne rouge, donc le niveau de protection de la santé, de l'environnement et des consommateurs en place en Europe via nos législations internes sera pleinement préservé et pleinement respecté. La législation européenne ne sera pas modifiée dans des domaines, et notamment pas en matière de décontamination chimique des viandes, je l'ai dit tout à l'heure, d'OGM, de promoteurs de croissance. Donc ça, c'est une chose qui figure explicitement dans le mandat de négociation. La reconnaissance des indications géographiques, donc l'utilisation abusive et bien connue des appellations françaises comme le champagne, générique ou semi-générique, doit être proscrite par une protection efficace des indications géographiques, alors que les Américains sont une démarche qui consiste à protéger plutôt les marques que les indications géographiques. Donc là aussi, l'enjeu sera d'obtenir un haut niveau de protection pour toutes nos indications géographiques, et c'est d'autant plus vrai en matière de vins et spiritueux ou de produits agroalimentaires. Autre ligne rouge, et ça fait partie des craintes ou des doutes émis au sujet du règlement des différends, la préservation du droit à réguler des États dans le cadre du débat qui est engagé sur le dispositif d'arbitrage dans le chapitre protection des investissements est une exigence très forte des États membres, parfaitement identifiée par la Commission et prise en compte dès l'adoption du mandat. Donc effectivement, il y a actuellement une consultation publique qui a été ouverte par la Commission au mois de mars, à la demande de la France d'ailleurs, et qui s'achèvera le 6 juillet. Donc nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de demander à la Commission de faire en sorte que les dizaines de milliers de réponses à cette consultation qui ont été reçues par la Commission fassent l'objet d'une analyse, d'une restitution, et que ces contributions puissent faire l'objet d'un certain nombre de conclusions qui devront être tirées dans le cadre des négociations. Donc ce sujet est compliqué.
parce que la France, comme ses partenaires européens, a des accords bilatéraux avec des pays tiers de protection des investissements. La France en a environ 90, près d'une centaine. Ce sont des accords qui visent à protéger les intérêts de nos entreprises à l'étranger. Et ces accords ont tous été approuvés par la représentation nationale, donc je le rappelle. Nous avons donné un mandat à la Commission, dont c'est la compétence depuis 2009, de négocier des accords de protection de nos investissements dans un certain nombre de pays. La question sera donc, après la consultation publique en cours, de décider si oui ou non nous voulons un accord de ce type avec les Américains et surtout ce que nous mettrons dedans, parce que le texte n'est pas encore écrit ou la proposition n'est pas encore écrite. Donc il faudra à ce moment-là pouvoir juger du dispositif proposé par la Commission. Alors, le débat sur le traité transatlantique n'est pas qu'un débat sur le fond des sujets, c'est aussi un débat sur la méthode de négociation d'un traité commercial de cette ampleur et plus largement sur la question de la nécessaire transparence démocratique. Donc, effectivement, la demande exprimée par les parlementaires et la société civile d'une plus grande transparence rejoint la position constante défendue par la France depuis 2 ans. Le 22 mai, à l'occasion de l'examen de la proposition de résolution du groupe socialiste, nous avons eu un débat important sur cette question. À mon sens, il ne s'agit plus tant de parler de transparence désormais que de la mettre en pratique très, très concrètement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée à venir devant vos commissions après chaque cycle de négociation afin de pouvoir vous donner un aperçu de l'état des négociations le plus précis et le plus actualisé possible. J'ai également demandé à ce que les modalités de transmission des documents du Conseil à cette Assemblée soient clarifiées. Et un travail a été engagé en ce sens par le secrétariat général aux affaires européennes et avec la Commission des affaires européennes. Je rappelle à cet égard que les documents du Conseil sont transmis à la Commission des affaires européennes par un canal sécurisé. À ce titre, le mandat a été transmis. Le gouvernement a décidé de vous transmettre également les comptes rendus confidentiels de négociation rédigés par la Commission après chaque session de négociation. Mais pour cela, il sera nécessaire que la Commission des affaires européennes, le secrétariat, puisse travailler sur le respect des règles de confidentialité qui s'imposent aux parlementaires. Il y a un dispositif de ce type au Parlement européen, en vertu duquel tous les parlementaires peuvent avoir accès, en respectant un certain nombre de règles de confidentialité, aux documents confidentiels, restreints, d'accès restreint. Donc, lorsque ce travail aura pu être effectué, et donc je vous laisse le soin de poursuivre cette réflexion avec le SGAE, vous pourrez avoir accès via la Commission des affaires européennes à l'ensemble de ces documents. En ce qui concerne le grand public et la société civile, je vous rappelle que le gouvernement a donc soutenu la demande de déclassification du mandat, mais il faut l'unanimité des États membres et aujourd'hui 11 d'entre eux s'y opposent. Alors j'ai demandé au commissaire de Gucht qu'un document à usage public puisse être diffusé par la Commission après chaque cycle de négociation. Donc il y a un compte-rendu différent du document confidentiel, mais qu'un compte-rendu à usage public puisse être diffusé aux organisations non gouvernementales et à la société civile. Et j'attends la réponse du commissaire à cette demande. Donc sur le 5e cycle de négociation, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc c'est un cycle qui s'est tenu du 19 au 23 mai dernier aux États-Unis. Alors la première année de négociation avec les États-Unis aura essentiellement permis aux négociateurs de plutôt bien cerner les difficultés à surmonter. Pour être totalement franc, elle n'a donné lieu qu'à peu d'avancées substantielles sur le fond aujourd'hui. Donc depuis la fin de l'année 2013, plusieurs blocages de nature technique et politique ne sont aujourd'hui pas résolus. En ce qui concerne l'accès au marché des biens, les deux parties, donc la Commission et les Américains, affirment leur volonté de parvenir à un démantèlement complet des tarifs. Mais les offres actuellement en discussion ne matérialisent pas réellement cette volonté. L'offre américaine est beaucoup moins ambitieuse, très nettement inférieure à celle qui a été faite par les Européens. Et donc pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de trouver un terrain d'accord sur les offres tarifaires en matière d'accès au marché aux biens. En ce qui concerne les services, l'échange d'offres en cours ne devrait pas régler le fond du problème qui tient pour le moment au refus des États-Unis de lister les mesures non conformes au principe de l'accord qui existe au niveau des États fédérés. Il n'y a pas non plus d'accord à ce stade sur les modalités de négociation. Il y a plusieurs modalités de négociation. Soit on liste les services pour lesquels on ne veut pas libéraliser, soit on liste ceux pour lesquels on souhaite libéraliser. Nous avons une approche différente en Europe par rapport aux modalités privilégiées par les États-Unis. Donc pour l'instant, on n'a pas d'accord sur les modalités de négociation.
L'offre européenne sera présentée dans les prochains jours en offre positive, c'est-à-dire la description de ce qui est ouvert, des services que nous souhaitons ouvrir aux entreprises américaines, et en réponse à celle des États-Unis qui est, elle, en mode négatif, c'est-à-dire la description de ce qui ne serait pas ouvert. Donc l'audiovisuel et les services publics, juste pour mémoire, en sont effectivement bien exclus. Sur les services financiers, blocage également, puisque à ce stade, les États-Unis continuent de refuser l'inclusion d'un volet sur la coopération réglementaire dans les services financiers, alors que c'est un enjeu important, un enjeu offensif important pour l'Union européenne. Donc, pour l'instant, nous sommes bloqués sur la négociation en matière de services financiers. Sur les marchés publics, les États-Unis refusent le principe du traitement national en matière de marché public, c'est-à-dire garantir les mêmes conditions de traitement des offres européennes que celles qui sont réservées aux entreprises américaines, au motif que cela remettrait partiellement en cause les mesures Buy American Act. Et pour cela, ils se retranchent de manière assez injustifiée derrière la compétence des États fédérés pour exclure tout engagement en matière d'accès aux marchés publics de niveau subfédéral, même lorsque ces marchés subfédéraux bénéficient de subventions ou de financements fédéraux. Donc ça, c'est un point dur pour la Commission et nous la soutenons. Sur les indications géographiques, les États-Unis écartent les pistes de travail proposées par la Commission afin d'accorder une protection renforcée aux indications géographiques, en continuant de préférer leur système de marque commerciale. Là aussi, c'est un point dur pour la Commission et pour la France. Et puis, s'agissant de la protection de l'investissement, c'est un sujet sur lequel la France exerce la plus grande vigilance, je l'ai rappelé tout à l'heure. Les discussions ont marqué le pas en attendant le résultat de la consultation publique européenne. Elles sont suspendues en réalité jusqu'à la clôture de la consultation publique qui est fixée au 6 juillet prochain. Un rapport de synthèse sera rédigé par la Commission, je pense dans le courant de l'été, à partir des dizaines de milliers de réponses reçues. Ce rapport sera débattu sans doute sous la nouvelle Commission, très vraisemblablement, qui prendra ses fonctions début novembre 2014, avec les États membres du Conseil et avec le Parlement européen. Un point sur la convergence réglementaire, qui est un enjeu majeur des négociations et qui fait, elle aussi, l'objet de différences marquées. Sur le plan sectoriel, il y a eu peu d'avancées enregistrées sur la dizaine de secteurs en discussion, qui, pour mémoire, incluent la chimie, les cosmétiques, la pharmacie, les équipements médicaux, l'automobile ou encore le textile. Donc là, les discussions sur les obstacles techniques au commerce se heurtent au problème de l'application de l'accord aux États fédérés. Donc, évidemment, pour nous, c'est peu satisfaisant d'avoir des discussions qui ne concerneraient que l'État fédéral. Et à ce stade des négociations, il apparaît très clairement que le point de blocage majeur concerne la nécessité pour l'Union européenne que soient impliqués les États fédérés américains, comme cela a été le cas dans le cadre des négociations avec le Canada, par exemple. Voilà, donc au terme de ce 5e cycle de négociations et compte tenu du contexte politique qu'a rappelé la présidente au roi, le contexte politique américain de fin 2014-2015, qui sera marqué notamment par les élections de mi-terme et par l'adoption éventuelle d'un mandat du Congrès aux négociateurs américains, le fast track, très peu d'avancées sont à noter ou à espérer à brève échéance. Et donc, on peut légitimement se dire que peu d'avancées seront réalisées d'ici la fin de l'année, en tout cas très certainement pas sous la présidence, sous l'actuelle commission. La prochaine session de négociation a été confirmée la semaine du 14 juillet à Bruxelles, puis celle d'après en septembre aux États-Unis. Ces cycles de négociation seront suivis de ce qu'on appelle un exercice de stock-taking, c'est-à-dire un état des lieux entre les négociateurs européens et américains, de Gucht et Froman, au mois d'octobre, avant un conseil informel des ministres du commerce extérieur, auquel je participerai le 15 octobre. Donc, mon intention, je l'ai dit en introduction, est bien entendu de vous tenir régulièrement informés et de revenir devant vos deux commissions à l'automne afin de faire un nouveau point. Je suis assez, pour ma part, satisfaite de votre intérêt pour cette négociation parce que je crois qu'il est très utile et nécessaire d'avoir ces échanges et qu'on puisse également, avec vos collègues parlementaires, échanger ces informations qui sont, je crois, très, très utiles, mais également pour que je puisse recueillir vos points de vue parce que vos points de vue, évidemment, sont pris en compte dans la position de la France vis-à-vis de la Commission européenne. Peut-être un point très rapide sur les autres accords de libre-échange et l'implication du Parlement,
puisque c'était une question de la présidente Auroy. Sur l'accord avec le Canada, nous sommes en train d'achever les négociations, donc qui ne sont pas terminées. Nous n'avons pas encore vu le texte définitif et consolidé. Et donc les autorités françaises ne se prononceront définitivement sur l'accord que sur la base du texte qui nous sera transmis par la Commission, mais pour l'instant nous n'y avons pas encore eu accès. Et d'un point de vue juridique, ce traité sera bien un accord mixte, donc il requérera la ratification des États membres en plus de celle de l'Union européenne, du Parlement européen. Sur l'accord avec la Colombie et le Pérou, l'entrée en vigueur provisoire de ces accords est intervenue effectivement le 1er mars 2013 avec le Pérou et le 1er août 2013 avec la Colombie. Donc le Parlement français doit ratifier ces deux accords. Un projet de loi a été préparé par le ministère des Affaires étrangères et envoyé le 28 avril dernier au SGG. Il devra faire ensuite l'objet d'une consultation interministérielle. En général, il faut compter un délai de 2 mois. Puis il y aura ensuite l'examen par le Conseil d'État, au plus tôt si la procédure est accélérée en juillet. Et il faudra ensuite une adoption au Conseil des ministres, puis un examen par les assemblées, donc à nouveau au mieux aux sessions de rentrée vers le mois d'octobre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Madame la Ministre pour ce point très précis. Alors, j'ai plusieurs inscrits. Joachim Pouillot, s'il vous plaît. Madame la Présidente, merci. Madame la Ministre, je suis membre de la Commission des Affaires européennes et j'appartiens au groupe qui a été mis en place par la présidente Danielle Auroy. Donc je ne reviendrai pas sur ce qu'elle vous a dit en termes d'audition que nous avons organisée au sein de la Commission des Affaires européennes. Et on a bien pris conscience que les organisations syndicales de consommateurs, que ce soit au niveau en France qu'au niveau de Bruxelles, bien sûr nous ont alertés, nous ont fait partager leurs inquiétudes, nous ont demandé d'être vigilants. Mais en réalité, très peu d'organisations sont opposées, a priori, à rompre ce processus de négociation. Donc c'est très important de le rappeler qu'ils ont souhaité quand même une continuité. Bien sûr, la ligne rouge ou les points de vigilance qui ont été rappelés lors de la résolution qui a été adoptée par le Parlement, je crois qu'ils sont relativement satisfaits. Je voulais vous poser une question. Est-ce que les points de vigilance qui ont été rappelés à plusieurs reprises, par vous-même d'ailleurs, tout de suite, vous avez fait un exposé très détaillé, est-ce que ces points de vigilance sont partagés par les autres pays de l'Union européenne? Parce que ça, je ne le sais pas forcément. Vous nous avez dit tout de suite que vous êtes à l'écoute de nos préoccupations. Deuxième point, je constate également que ces préoccupations sont maintenant partagées par des collectivités territoriales. Par exemple, nous avons des conseils régionaux maintenant qui font des vœux. Et moi qui suis issu de la Basse-Normandie, voilà le conseil régional de Basse-Normandie, le 24 avril, a fait un vœu émettant des réserves sur le déroulement des négociations en cours. Je suis un peu surpris parce que nous-mêmes, en tant que parlementaires, on n'a pas tellement d'informations sur les négociations en cours, mais les collectivités locales sont réservées. Est-ce que on ne pourrait pas non plus, parce que vous nous donnez des informations au niveau des députés, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait également donner quelques informations auprès des collectivités territoriales qui, de plus en plus, effectivement, émettent des vœux, contestent même le fait que l'Union européenne négocie avec les États-Unis? Non, mais Faut pas vous laisser déstabiliser par je sais bien, je connais le point de vue de Monsieur Biard. Oui, je sais bien. Voilà, c'est une question que je voulais vous poser. Et puis, deuxième question concernant les États-Unis. Est-ce qu'ils ont également, eux, des points de vigilance et des lignes rouges? Parce que vous avez indiqué quelques points, mais est-ce que vous pourriez nous les faire partager rapidement? Merci. Merci. Pierre Lelouch. Bien, merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames la Présidente, Madame le Ministre. D'abord, je voudrais dire que, en guise d'introduction, que bien entendu, je ne mets pas en cause la volonté de transparence de Madame Pellerin et je rends hommage. D'ailleurs, j'étais hier avec quelques collègues dans son comité stratégique de suivi de la négociation. Donc je sais qu'elle fera tout pour partager le peu d'informations qu'elle a. Parce qu'en vérité,
En vérité, nous sommes dans une matière fédérale, elle le sait, mais j'ai un petit peu été au courant de ces questions. Et je me suis vite aperçu dans cette fonction que c'est très ingrat d'être ministre du Commerce extérieur quand il y a une négociation qui est pilotée par quelqu'un d'autre. Surtout quand ce quelqu'un d'autre va quitter ses fonctions cet été et qui sera remplacé par encore quelqu'un d'autre. Donc la clé, c'est le mandat de négociation et c'est la façon de la France de peser. Et je prétends que l'association du Parlement peut aider la ministre à essayer de peser sur le négociateur au fur et à mesure. C'est pas facile. Donc je lui dis cela parce que j'ai conscience à quel point c'est difficile. Et hier, la réunion avec M. Demarty, le directeur de la DG Trade, montrait d'ailleurs que c'est la commission qui pilote, et c'est pas vous, et c'est pas nous, et encore moins la région Normandie. Quand même pas se faire d'illusions. Je suis sûr que ça fait trembler M. Froman et M. Obama d'informer les Normands ou même le maire de Maisons-Laffitte, mais je crois qu'il faut raison garder. Nous sommes dans une négociation extrêmement complexe dont nous ne tenons pas tous les fils, loin de là. On a négocié un mandat, plus ou moins bien, et maintenant, quelqu'un d'autre négocie au nom de l'Union, de l'intérêt général de l'Union, et faire attention, pas à pas, que tel ou tel intérêt français ne soit pas sacrifié par des gens qui ont négocié dans leur coin avec M. de Gourt ou avec les Américains. Ça, c'est la remarque liminaire. Cela posé, le groupe UMP reste pour la négociation. Nous pensons que cette négociation est porteuse d'opportunités pour la croissance et pour l'emploi. Alors, je ne sais pas si tous les chiffres qui circulent, plus 0,5 de PIB et tout ça, dans 10 ans, tout ça est vrai ou pas. Enfin, l'expansion du commerce, et vous avez rappelé les chiffres d'investissement croisé entre la France et les États-Unis, sont plutôt bons pour la croissance, notamment dans le secteur industriel, où nous avons grand besoin d'investissement. Je vais y revenir. Donc, nous sommes pour, en principe, et nous resterons pour, et quoi qu'en disent les protectionnistes de droite et de gauche, l'UMP campe sur cette position. Cela étant, il y a toute une série de questions, en plus de toutes celles que vous avez listées, qui nous interrogent. D'abord, s'agit-il d'un traité mixte ou pas? On n'en sait rien à ce stade. Et M. Marty lui-même, hier, n'était pas clair. Peut-être qu'il y aura une ratification nationale, peut-être pas. Nous verrons. Mais en tout cas, plus on sera de fous à ratifier, plus ce sera compliqué, y compris du côté américain d'ailleurs. Ce sera très compliqué. Sur les marchés publics, c'est incroyablement complexe de forcer les États fédérés à rentrer dans des concessions sur des barrières normatives. Et je ne sais pas jusqu'où nous obtiendrons satisfaction. Il faudra peser sur le négociateur européen parce que, évidemment, les Américains vont se réfugier derrière leur constitution et derrière les prérogatives des États fédérés. Et ça va être très, très compliqué à évoluer. Sur la transparence, je crois que vous avez dit tout ce que vous avez pu faire, mais enfin, la publication du mandat n'est pas évidente parce que d'autres États vont être contre. Et deuxièmement, le compte-rendu des cycles auxquels vous ne participez pas sera pour le moins théorique. Et je ne vois pas M. Demarty venir à chaque cycle faire un exercice de présentation devant chacun des 28 parlements nationaux. Donc on aura un problème. Il ne faut pas se cacher. Un problème d'association des parlements. Et je continue à dire quand même que l'association des parlements est indispensable. D'abord pour ne pas perdre les opinions publiques en cours de route. Et deuxièmement pour renforcer la main de l'exécutif dans sa négociation, tant en bilatéral avec les Américains qu'avec le commissaire de Gourt ou son successeur. Il y a des lois américaines qu'il faut faire sauter, et notamment, au moins, si on ne la fait pas sauter, en trouver une similaire à faire en Europe rapidement. Je pense au Buy American Act et aux priorités à donner à nos PME sur l'accès au marché public. Ça s'ajoute à l'aspect réciprocité. Mais le cœur de mon intervention aujourd'hui, si vous le voulez bien, c'est l'aspect normatif. Et je voudrais passer 1 minute sur ce point, sur ce qui est en train d'être un véritable tsunami normatif américain sur le fonctionnement des entreprises, des deux côtés de l'Atlantique. Je dis bien des deux côtés de l'Atlantique, car ce qui est face à nous, c'est un tropisme américain désormais systématique d'extraterritorialisation de la loi américaine. Pour avoir fait quelques études là-bas, je connais le syndrome de très près.
je dois dire que dans l'affaire BNP, j'ai été proprement scandalisé par le dédain avec lequel le président Obama, au sortir du G20, du G7, a traité notre pays au passage, en disant ce qui va se passer sur la BNP, moi je l'apprendrai dans la presse, nous sommes un État de droit, je ne donnerai pas d'instructions au procureur, je sais qu'il y a des États qui peut-être font différemment, ça c'était nous, mais aux États-Unis, nous sommes une vraie démocratie. Alors, il y a un moment, pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire, où il faut arrêter la tisane. La tisane, c'est quand on prend des mesures de sanctions unilatérales fondées sur aucune base internationale. Les Américains sont en train de punir la plus grande banque française en s'appuyant sur le fait que cette banque aurait utilisé le dollar. À partir du moment où on utilise le dollar, on devient comptable devant les tribunaux et devant le procureur de l'État de New York pour des choses qui ne sont pas illégales et qui ne sont pas fondées en droit international. Donc on est en train d'assister au saccage d'une des plus grandes banques françaises, alors même que les entreprises américaines font la queue en ce moment même dans les hôtels de Téhéran pour dealer avec l'Iran. Ça, c'est un point qui me paraît particulièrement choquant, d'autant que sur tous les groupes du CAC 40 que vous pouvez interroger et qui travaillent en ce moment aux États-Unis, tous sont soumis d'une façon ou d'une autre à la législation américaine sur des choses aussi sympathiques que l'autodélation, la délation des conduites à l'intérieur de l'entreprise, la coopération avec la justice américaine, et toutes sont pénalisées. Alors, puisque nous sommes dans un exercice normatif avec les États-Unis sur l'ouverture du commerce, il est impensable de continuer à tenir à l'écart les services financiers et d'accepter comme un a priori que la loi américaine s'applique sur nos entreprises alors que les entreprises américaines, elles, échappent le plus souvent à la loi européenne, y compris la loi fiscale, puisqu'il ne vous a pas échappé que la plupart des multinationales américaines ne payent quasiment pas l'impôt en Europe, entre autres, et échappent à toute autre réglementation. Donc il y a un vrai sujet. Quand on est dans une situation où la BNP est en train d'être cassée par un procureur de l'État de New York, avec la bénédiction du président américain, quand on est dans une situation où un grand groupe américain est en train d'acheter un fleuron de l'industrie française, sous-capitalisé, parce qu'il n'y a pas en France les ressources pour capitaliser une entreprise au demeurant prospère et solide. Il y a un problème. Quand on est dans une situation où toutes nos entreprises sont peu à peu soumises au droit américain, on peut s'interroger en effet sur la réciprocité de tout cela, l'égalité de tout cela, la clause de dérèglement des différends. Hier, quand j'ai soulevé ces problèmes devant M. Demarty, l'idée même d'appuyer sur le bouton « pause », ce que je lui avais suggéré, et de poser ces questions aux États-Unis, au gouvernement américain, cette idée ne lui était pas venue. Moi, je pense que compte tenu de la gravité de la situation, il ne serait pas mauvais que le gouvernement français pose cette question. Je vous suggère, Madame la Ministre, d'ouvrir une consultation avec l'ensemble de nos groupes qui travaillent aux États-Unis, de façon à ce que vous ayez une idée précise de la façon dont ils sont déjà soumis au droit américain. À partir de là, deux formules, ou bien les Américains renoncent à cette espèce d'extraterritorialité systématique de leurs droits sur nos entreprises, l'entreprise européenne, ou bien l'Europe se dote d'instruments juridiques équivalents. Mais on ne peut pas négocier sur une base d'infériorité pareille, sauf à se condamner nous-mêmes, à devenir simplement des sous-traitants de l'industrie américaine. Quant à l'exclusion que vous avez annoncée comme défensive des secteurs de l'audiovisuel et de la défense, j'ai dit depuis le début que c'était contre-productif. On ne peut pas, nous Français, vendre quoi que ce soit au Pentagone, quoi que ce soit, sans passer par une proxy, c'est-à-dire une société américaine qui a accès au secret défense américain et qui commandera la totalité de l'investissement français ou européen aux États-Unis. C'est le cas de BAE Systems. Et il faut savoir qu'à l'inverse, les sociétés américaines d'armement font littéralement leur shopping en Europe et pénètrent dans tous les secteurs, en Espagne, en Allemagne ou ailleurs. Donc, j'attire l'attention de la Commission sur le fait que nous sommes dans un déséquilibre structurel, juridique, qu'il faut que le gouvernement s'en empare. L'affaire BNP n'est pas un incident de parcours, c'est un cas parmi beaucoup d'autres. Et que si on est dans une négociation commerciale que je souhaite avec les États-Unis, alors il faut que ce soit, comme ils disent, even playing field. Nous ne sommes pas dans un jeu égal. Nous sommes dans un jeu totalement déséquilibré, beaucoup par notre propre faiblesse, beaucoup aussi par un jeu délibéré de la machine américaine qui est un rouleau compresseur
Il y a deux façons de faire. Ou bien on ne discute pas, ou bien on se dote des mêmes armes. Mais on ne continue pas, à mon sens, une négociation qui part sur des éléments aussi déséquilibrés, sans s'interroger. Donc j'invite le gouvernement français, au nom de mon groupe, à poser ces questions, dans un premier temps à nos industriels, dans un deuxième temps à nos partenaires européens et aux négociateurs, de sorte que nous ayons une négociation équilibrée. Merci de votre attention. Bien, alors, merci beaucoup. Je n'ai pas voulu restreindre le temps de parole, évidemment, de Pierre Lellouche, qui a beaucoup d'expertise sur le sujet et qui participe au comité stratégique, comme d'ailleurs plusieurs de nos collègues, et qui nous a éclairé utilement sur plusieurs points. Mais je vais demander aux intervenants suivants de ne pas être aussi longs, s'il vous plaît, en commençant par Jacques Millard. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Ministre, c'est simple. Un, est-ce que vous avez le sentiment que la Commission vous dit tout ce qu'elle sait ou tout ce qu'elle a fait? Deux, est-ce que la défense est venue dans le champ d'application de la négo? En ce qui concerne la convention CIRDI, je vous rappelle effectivement que c'est une des clauses majeures de tous les accords bilatéraux que la France a signés depuis longtemps. En ce qui concerne l'extraterritorialité, eh bien effectivement, il faut se donner des moyens. Je m'étonne, et j'ai posé une question d'ailleurs écrite au gouvernement. Je crois qu'on pourrait demander à M. Goldman Sachs un certain nombre d'explications sur son rôle dans l'affaire de la Grèce. Et là, je pense que les Américains comprendront vite le message. Je peux même vous dire qu'étant récemment à Washington, j'ai eu quelques échos de ce côté-là et qu'ils y sont peut-être sensibles. Donc, à partir du moment où on dit stop, les Américains savent ne pas aller trop loin car ils jouent un jeu difficile. Je rappelle que sur cette histoire d'extraterritorialité, on avait la loi de 1980, notamment qui protège, vous le savez, la recherche d'éléments en France pour faire des procès antitrust aux États-Unis. Nous avons toute une législation qui peut être utilisée à cette fin. Enfin, en ce qui concerne le prochain accord, est-ce qu'il passera au Congrès des États-Unis? S'il ne passe pas au Congrès des États-Unis, il ne sera pas imposable et imposé aux États fédérés. Donc ça, c'est un point majeur à savoir. Enfin, et surtout, j'apprends que l'accord avec le Pérou et la Colombie serait appliqué de manière provisoire. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Depuis quand des accords internationaux dans lesquels le Parlement ne s'est pas prononcé pourraient être appliqués de manière provisoire? Je peux vous dire qu'on a déjà eu des remarques du Conseil d'État à ce propos. C'est inadmissible. Donc je voudrais quand même savoir où est-ce qu'on en est de ce côté-là. Enfin et surtout, je crois que tout le système que vous venez de décrire et qui vient d'être critiqué, notamment par Pierre Lellouche et moi-même, montre les limites du système de l'Union européenne, parce que là, c'est la quadrature du cercle. On a tout à perdre de quelque chose qui est mal ficelé, parce qu'il y a beaucoup trop d'intervenants. Et comme disait le maréchal Foch, depuis que j'ai commandé une coalition, j'admire beaucoup moins Napoléon. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais simplement revenir sur les questions agricoles et particulièrement sur la question de la viande de bœuf, parce que j'ai le sentiment aussi, enfin, et sous aussi avec, on a été alerté avec la filière. Et il me semble qu'on n'est pas sur les mêmes bases au niveau des échanges et qu'en France, la viande de bœuf n'a pas le même sens qu'aux États-Unis, puisqu'en France, on est sur des indications géographiques protégées, des signes de qualité. Et donc, on parle d'échange de viande, alors qu'à mon avis, il y a eu un gros travail en France pour construire en fait ces marques particulières, et enfin ces indications particulières. Et donc je pense qu'on a une difficulté et de grandes inquiétudes par rapport à la structuration même de l'espace rural, notamment les zones défavorisées, qui sont aussi qui vivent justement de cette possibilité qu'ils ont de vendre de manière un peu plus de prix plus élevé leur production. Et donc les échanges, si on est parti sur une base d'échanges sur les mêmes bases, enfin on va se retrouver avec une difficulté. Donc je voulais simplement à nouveau alerter sur cette particularité de la viande bovine qui, à mon avis, est une particularité aussi dans les échanges agricoles, puisqu'il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup moins de difficultés, en tout cas dans les échanges, et la viande bovine est une situation très particulière en France. Merci. Merci. Patrice Martin-Lalande. Si, Madame la Présidente. On a avec les États-Unis un certain nombre de problèmes sur le plan du fonctionnement de l'Internet, que ce soit pour la protection des données personnelles et pour la gouvernance de l'Internet. Est-ce que ces accords en cours de négociation ne sont pas une occasion d'essayer d'établir un certain nombre de règles communes entre des pays qui partagent un certain nombre de valeurs? La gouvernance de l'Internet au niveau mondial étant plus difficile probablement à réformer, compte tenu du fait qu'un certain nombre d'États voudraient bien que cela penche du côté d'une plus forte présence des États dans la gouvernance, mais que ces États n'assurent pas
le minimum de liberté et de transparence dans le fonctionnement de l'Internet. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà commencer à ce niveau atlantique à établir des règles, en profitant peut-être de l'occasion où les États-Unis doivent se sentir plus motivés que jamais pour faire un effort dans ce domaine-là, puisque avec le système d'écoute qui a été rendu public, ils sont plutôt affaiblis dans ce domaine-là. Et on a même entendu le PDG de Facebook dire que le gouvernement américain était le pire danger pour l'Internet. Si, enfin, Seba Dagoma. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre intervention liminaire, mais je voudrais en fait aborder un certain nombre de sujets. Au moment du mandat de négociation, j'avais donc présenté une résolution où j'avais mis en exergue un certain nombre de points durs. Et parmi les points durs, il y avait la question du cabotage maritime, la capacité en fait du négociateur à imposer des décisions au niveau subfédéral, la question des indications géographiques, le mécanisme de règlement des différends ou encore la question des services financiers. Hier, et malheureusement, j'avais raison. Malheureusement, j'avais raison, puisque, comme vous l'avez dit, en fait, ce sont des points extrêmement durs, et d'ores et déjà, on voit qu'en fait, on a du mal à avancer sur ces sujets. Lors du comité stratégique hier, effectivement, avec un certain nombre de parlementaires, on vous a interrogé sur la question de l'extraterritorialité. Et Pierre Lelouch en a parlé. L'actualité, en fait, avec BNP Paribas, ne peut pas nous laisser, nous laisser les bras pendants. Et ce sujet est profondément stratégique, absolument. Et lorsque l'on voit effectivement la réaction de Barack Obama, eh ben, on ne peut pas on peut pas rester comme ça. On ne peut pas négocier. J'avais fait état d'une certaine asymétrie. Et ce que l'on voit, c'est qu'actuellement, c'est BNP Paribas, mais il y a d'autres banques européennes, en fait, qui vont sans doute, finalement, et qui ont déjà, et d'autres qui vont sans doute, en fait, subir, en fait, les mêmes choses. Et j'avais fait part, en fait, de cette asymétrie, puisque vous aviez les Américains qui négocient, en fait, d'un bloc. Or, nous négocions, en fait, l'Union européenne, en fait, négocie pour chacun des États. Et là, on voit qu'il peut y avoir des stratégies individuelles, enfin des stratégies des différents États par rapport à leur propre banque. Donc on voit bien en fait quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et donc on voit que nous ne sommes pas suffisamment musclés, nous, face aux Américains. Et on voit en même temps que là, avec Alstom, ils viennent dans le même temps pour en fait s'approprier un certain nombre de nos entreprises. Donc est-ce qu'on peut déconnecter les sujets ? Moi, je ne le crois pas. Donc sur ça, on a besoin en fait de définir une stratégie, une méthode. Et donc j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. La deuxième chose en fait sur laquelle je voudrais en fait vous interroger, c'est que lorsque j'avais rencontré en fait des parlementaires américains, aussi bien des républicains que des démocrates, en fait tous m'ont dit que leur priorité était clairement l'accord transpacifique et non l'accord transatlantique. Barack Obama a fait récemment une tournée en fait en Asie-Pacifique et conformément en fait à leur méthode, eh bien rien n'a filtré. Donc nous n'avons aucune information en fait sur le sujet. Je voudrais savoir si vous en avez en fait et quel impact ces négociations en fait auront sur la négociation en cours dans le cadre de l'accord transpacifique. Et par ailleurs, en fait, comme nous discutons avec la Chine pour un accord d'investissement, et la Chine, c'est peu de le dire, a très mal pris en fait les négociations sur l'accord transpacifique. Je souhaiterais savoir en fait comment ça se passe et est-ce que le fait de négocier cet accord avec les États-Unis en fait a un impact justement sur nos relations avec la Chine. Je vous remercie. Très bien, merci chers collègues. Madame la ministre, vous avez la parole. Je vais prendre les questions dans l'ordre des intervenants, mais en regroupant peut-être les sujets qui se rejoignent. Alors tout d'abord, les questions de Joachim Pueyo sur le fait de savoir si les points de vigilance sont partagés par les autres États membres. On a rédigé à 28 et signé à 28 un mandat de négociation, et donc c'est bien ce mandat de négociation qui fixe les points de vigilance qui sont partagés par l'ensemble des États membres. Donc ce texte était déjà un texte qui avait été négocié. Et il est évident que les États membres
ont pour certains des intérêts offensifs ou des intérêts défensifs qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux du voisin. Par exemple, sur l'agriculture, nous avons des intérêts défensifs que nous partageons avec parfois la Pologne. Dans certains secteurs industriels, nous n'allons pas forcément partager les lignes rouges de l'Allemagne. Donc on n'a pas forcément les mêmes lignes rouges, mais le fait est que dans le mandat de négociation qu'on a confié à la Commission, l'ensemble des lignes rouges de l'ensemble des États membres a bien été pris en considération. Alors sur la formation des collectivités territoriales, je pense qu'on peut prévoir un type d'information qui est le même que celui que je mets en place vis-à-vis des ONG ou de la société civile. Il n'y a pas de raison que les collectivités territoriales soient moins bien informées que des associations ou des ONG. Donc moi, je suis prête à répondre aux demandes. Vous pouvez aussi, dans vos circonscriptions, avoir des échanges pour retracer un peu les discussions que nous pouvons avoir aussi dans cette enceinte. Les points de vigilance et les lignes rouges des États-Unis, oui, ils en ont aussi. Enfin, c'est le principe de la négociation. On a chacun de chaque côté des points de vigilance et des intérêts offensifs et défensifs qui souvent sont un peu en opposition frontale. Donc c'est bien la raison d'être de cette négociation. J'en ai cité quelques-uns sur le fait que les marchés publics des États fédérés, on sent bien qu'il y a une résistance pour imposer un certain nombre de règles ou l'accès à ces marchés aux entreprises européennes. Il y aura des intérêts défensifs des Américains également pour certains secteurs de leur agriculture, pour certains secteurs dans lesquels il y a des pics tarifaires, par exemple le textile. Le textile, je vous rappelle que les droits de douane en moyenne sont de 30%. 37% pour la maroquinerie et les chaussures, par exemple. Donc là, ce sont des secteurs qui sont très protégés et sur lesquels les Américains ont évidemment des intérêts défensifs. Sur les questions de Pierre Lellouche, les négociations sont effectivement menées par un commissaire et pas par moi, par exemple. C'est le principe du mandat de négociation, et c'est le principe d'un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Union européenne. Sinon, on négocierait directement un accord bilatéral France-États-Unis. Mais à partir du moment où on s'est mis d'accord sur un mandat de négociation qui relève partiellement de la compétence de l'Union européenne et auquel on a délégué le soin de négocier des éléments qui relèvent de la compétence des États, et ça rejoint le sujet de la mixité, on accepte que la négociation soit conduite par le commissaire. C'est le principe de la négociation. Voilà, donc c'est une compétence de l'Union européenne. Donc c'est bien la raison pour laquelle je ne suis pas la négociatrice, c'est la Commission, et c'est bien la raison pour laquelle nous avons signé un mandat de négociation. Attends, est-ce que le traité est mixte ou pas? On a eu cette discussion hier. Je rappelle juste qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels la compétence des États est reconnue et elle n'a pas été transférée à la Commission pour ce qui concerne les accords de commerce. Le ferroviaire en fait partie, l'énergie en fait partie. Ce sont deux sujets qui sont abordés dans le cadre de la négociation. Donc l'accord sera mixte. Sauf si ces sujets ne sont pas négociés ou finalement si le traité aboutit à ne pas avoir de dispositions qui concernent ces secteurs. Mais enfin, comme ce sont des secteurs auxquels on accorde beaucoup d'importance, puisque la Commission, le commissaire, à la demande des États, a demandé aux Américains d'inclure un chapitre énergie dans le cadre des négociations, il y aura très certainement un chapitre qui sera consacré à l'énergie. Et donc l'accord sera mixte. Le mécanisme de règlement des différends est aussi un mécanisme sur lequel il y aura mixité. Donc il y aura mixité compte tenu non pas de la taille de l'accord, mais compte tenu des sujets qui seront abordés dans le cadre de l'accord. Sur la transparence, j'ai de l'information et ce que j'expliquais tout à l'heure dans ma présentation, c'est que je mets cette information à la disposition de la Commission des affaires européennes et ensuite, à partir du moment où nous aurons réglé mais en fait, il se trouve que la procédure fait que c'est au secrétariat des affaires de la Commission des affaires européennes qui est transmis de façon cryptée, sécurisée, que sont transmis les documents et donc ensuite libre à chacun des membres de votre assemblée de faire la demande dans les conditions de confidentialité qui sont. Ça, Madame la ministre, ça va devoir changer. Hein.
sur... Ah ben, écoutez, c'est la Commission des affaires étrangères qui est compétente pour la ratification de tous les traités, dont celui-ci. Ouais. Mais là, je crois que c'est un sujet de règlement intérieur de l'Assemblée. Il me semble qu'il y a... Je crois pas, non. Non. Donc c'est le secrétariat général des affaires européennes que je vais, bien sûr, saisir, car ça, moi, je ne peux pas accepter que la Commission des affaires étrangères soit pas destinataire. Je ne m'offusque pas que la Commission des affaires européennes le soit, naturellement, mais ça me paraît bien normal. Enfin, non, voilà. Ça, je vais écrire au secrétaire général des affaires européennes. Et si vous voulez bien soutenir notre demande, absolument. Je transmettrai évidemment la lettre. Je pense qu'il y a un travail à faire. Il y a peut-être des textes à modifier côté SGAE. Il y a aussi un travail à faire côté Assemblée, justement, pour qu'on puisse établir les règles de respect de la confidentialité, modulo quoi. Les documents complets de compte-rendu de la commission des rounds de négociation pourront vous être communiqués. Donc on peut partir du principe que ces comptes rendus sont faux, fallacieux, malhonnêtes, etc. Mais à ce moment-là, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire de plus. Donc c'est vraiment l'intégralité des comptes rendus qui sont transmis des services du commissaire à l'ensemble des États membres, au gouvernement, qui pourra vous être transmis. Et donc cette transparence-là, elle sera assurée vis-à-vis du Parlement. Bon, sur ce qui concerne les lois à faire sauter, le Buy American Act, c'est évidemment un obstacle à la conclusion d'un accord équilibré. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je le répète, c'est évidemment une loi, une disposition législative qui fait obstacle à ce qu'il y ait une réciprocité dans les marchés publics. C'est tout à fait clair. Et donc, le but d'une négociation de ce type, c'est effectivement d'essayer de démanteler ce type de dispositif qui empêche les échanges. Ce n'est pas de créer de nouveaux dispositifs qui vont davantage empêcher les échanges. Donc, on pourra se dire, je pense qu'on pourra avoir cette discussion lorsque le traité aura été rédigé, que des propositions seront sur la table et qu'il nous sera demandé, qui sera demandé au gouvernement de le signer ou de le ratifier ou pas. Mais ça sera assez bizarre d'entrer dans des négociations pour un traité de libre-échange en disant on va renforcer les barrières protectionnistes de part et d'autre. Je pense qu'il faut au moins se donner la chance de la négociation, de voir si on peut obtenir des Américains un certain nombre de concessions pour davantage ouvrir les marchés. Et c'est seulement si on n'obtient pas cette réciprocité dans l'accès au marché qu'on pourra reconsidérer nos propres positions et le fait que nos marchés sont effectivement plus ouverts que ne le sont les marchés américains. Mais je crois que s'engager dans la négociation d'un accord de libre-échange en disant on va augmenter les barrières protectionnistes de part et d'autre, ça ne me paraît pas être la bonne méthode. Bon, sur la question de l'extraterritorialité de la loi américaine. On en a discuté un peu hier. C'est un débat qui existe depuis longtemps et qui a dû, je pense, aussi être mené dans le cadre de ces commissions ou de l'Assemblée, parce que, en réalité, c'est un débat qui remonte aussi, notamment, pour ce qui est des événements les plus récents, aux lois Helms-Burton et D'Amato. La Commission et la France ont toujours, et de manière constante, été contre l'application extraterritoriale des lois américaines. C'est une position politique et diplomatique qui a été constamment répétée. Alors après, là où vous avez raison et où je vous rejoins, c'est qu'il y a une véritable aujourd'hui diplomatie internationale du droit, de l'influence du droit. Et je crois que dans cette bataille, effectivement, l'Europe est plus faible parce que le système juridique, le droit américain anglo-saxon et aujourd'hui a réussi à prendre une place dominante dans les modes de régulation du commerce international en particulier, ou du mode de régulation des relations entre les entreprises et les États, ou entre les entreprises entre elles. Et effectivement, il faut bien constater qu'aujourd'hui, il y a davantage d'applications extraterritoriales de la loi américaine qu'il n'y a d'applications extraterritoriales, et même parfois territoriales, de la loi européenne, des lois européennes. La preuve en étant, dans un secteur que j'ai bien connu, la difficulté qu'on a à faire reconnaître ou appliquer des décisions de justice ou des règles en matière de protection des données personnelles, par exemple, à des entreprises dont le siège n'est pas situé en France, mais qui opèrent pourtant en France avec des données personnelles de citoyens français. Donc, vous posez, je pense, une réelle question qui appelle une réponse européenne. Je ne suis pas persuadée que ce soit au commissaire de Gucht de faire valoir, dans le cadre de la négociation, cette préoccupation. À mon avis, c'est une préoccupation politique qui doit être portée par le Conseil de l'Union européenne, le Conseil des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Et effectivement, je pense qu'il serait souhaitable qu'il y ait une initiative politique de la Commission ou du Conseil des chefs de gouvernement, parce que c'est effectivement un levier aujourd'hui de ce qui n'est même plus qualifiable de soft power,
qui est du quasiment hard power, et auquel il faut que l'Union européenne puisse répondre en ayant la capacité de faire respecter sa législation déjà sur son territoire. Et effectivement, dans l'hypothèse où cette tendance se confirmerait, de pouvoir avoir des réponses à proposer à cette forme de domination du droit américain. Mais je ne suis pas persuadée que dire mettons sur pause, comme vous disiez et comme vous le suggériez, les négociations sur le TTIP, parce que nous avons ce problème d'application extraterritoriale de la loi américaine, soit la meilleure solution, parce que ça donnerait à croire que nous avons plus à perdre dans cette négociation du partenariat transatlantique que gagner, et que nous ferions donc plaisir aux Américains en poursuivant ces négociations, alors que nous avons à y perdre. Je pense que ça sera un mauvais message à adresser à l'opinion publique. Mais oui, pause. Enfin, si on met sur pause actuellement, avec les échéances électorales, avec les négociations du partenariat du traité transpacifique, effectivement, ça risque d'être une pause assez durable. Donc moi, je pense qu'on a intérêt, dans le cadre des négociations, à faire se révéler un certain nombre de problèmes qui sont posés dans les relations qu'on peut avoir entre l'Union européenne et les États-Unis, qui ne sont pas forcément de nature commerciale, qui sont de nature juridique, ou des questions liées au régime de sanctions et la façon dont les juridictions américaines appliquent les régimes de sanctions, de la manière dont on s'accorde ou pas sur un certain nombre de principes, comme le fait de dire que même si une opération est libellée en dollars, mais si qu'elle n'a pas lieu sur le territoire américain et qu'elle n'implique pas une entreprise américaine, eh bien, elle est réputée quand même avoir lieu sur le territoire américain. Ça, c'est un sujet sur lequel, effectivement, je pense que l'Union européenne pourrait utilement se pencher, essayer d'apporter une réponse coordonnée. Mais vous avez raison, c'est aussi parfois un peu difficile pour les États de définir des stratégies concertées et collectives en la matière, parce que, bien souvent, on pense d'abord à ses propres intérêts. Là, il se trouve que plusieurs banques de plusieurs pays, de grands pays, risquent d'être concernées, et que la question, c'est pas tant de savoir, parce qu'il peut y avoir eu un comportement délictueux aussi, je veux dire, on ne peut pas non plus exclure complètement qu'il y ait un comportement délictueux, auquel cas, c'est à la justice de trancher, mais appeler l'attention sur le fait qu'il peut y avoir un risque systémique si la première banque européenne, parce que c'est la première banque européenne, plus d'autres, les banques suivantes, sont mises en difficulté financière par des décisions de justice qui paraissent un peu disproportionnées par rapport à la jurisprudence. Ça, c'est un vrai sujet qui peut être... là, en l'espèce, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas le risque systémique, c'est même pas qu'il puisse y avoir eu des irrégularités techniques par rapport à une loi interne américaine. Le sujet, c'est que s'il n'y a pas une base internationale, un régime de sanctions, il n'y a rien. Autrement dit, si on se met d'accord avec les États-Unis pour sanctionner nos investissements en Iran et qu'il y a un accord international, oui. S'il n'y a pas ça, il n'y en a pas sur Cuba, on n'est pas d'accord avec les Américains depuis 60 ans sur l'embargo à Cuba. Sur l'Iran, il y avait un régime de sanctions, il est modifié par un accord international. Ce qui est fait là, c'est on prend des banques européennes qui utilisent le dollar et par ce biais, on les casse. Mais c'est de l'application extraterritoriale de la loi américaine. C'est ce que les Américains appellent playing hardball. Okay, ça veut dire on donne un coup de batte de baseball, Madame la Ministre, et on répond à ça par une initiative politique, pas en continuant la négociation comme s'il ne se passe rien. Voilà, on peut répondre par une initiative politique, mais je pense que ce n'est pas une bonne méthode que d'interrompre les négociations. Non mais Jacques Millard, je vais vous donner la parole là, dans un Alors, instant. voilà, parce que je n'ai pas répondu aux questions du... La ministre puisse terminer sa phrase. Quand elle aura... aux questions de Jacques Millard. Voilà, quand elle aura terminé sa réponse à Pierre Lelouch, à ce moment-là, elle vous répondra et vous aurez, avant sa réponse, le loisir de faire des remarques complémentaires. Mieux que ça, on ne peut pas. Alors, on peut revenir après sur cette question d'extraterritorialité, mais il y a effectivement, je pense, des initiatives politiques à prendre, probablement des initiatives réglementaires. Moi, j'ai beaucoup milité pour que l'Europe puisse avoir une position commune sur les questions de fiscalité, notamment des multinationales qui, vous avez raison, ne payent pas d'impôts sur les sociétés en Europe, mais elles n'en payent pas davantage aux États-Unis, puisque tous leurs revenus et tous leurs profits sont situés dans des paradis fiscaux, qu'ils rapatrient de temps en temps. Donc on connaît bien ce sujet-là. C'est un sujet qui
qui a préoccupé beaucoup les États-Unis aussi à un moment. Donc, moi, je pense qu'il y a effectivement des initiatives politiques à prendre, mais que le traité transatlantique n'est pas la bonne enceinte pour le faire. L'Union européenne, l'OCDE sont des bonnes enceintes pour le faire, et il faut prendre prétexte ou saisir l'opportunité effectivement de ces négociations transatlantiques pour le faire. Je pense que c'est effectivement le bon moment, mais j'ai une petite divergence avec vous sur la tactique. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution de suspendre les négociations sur ce point. Alors, la Commission dit-elle tout ? J'ai partiellement répondu tout à l'heure. On nous transmet des comptes rendus assez détaillés des cycles de négociation, ceux que je me propose de communiquer à cette Assemblée. Donc, vous pourrez en voir le compte rendu et vous verrez que c'est assez exhaustif. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut partir du principe que la Commission nous ment ou qu'elle nous dissimule des choses, mais bon, à ce moment-là, je ne sais pas très bien, à part mettre des micros dans les... Enfin, ça me paraît très difficile de douter, a priori, de la... Il y en a sans doute. Ça paraît assez difficile de douter de la bonne foi de la Commission. Et encore une fois, moi, je l'ai dit, je le répète, nous avons accès à un certain nombre de documents de négociation et des documents qui, pour les avoir vus, je peux vous l'assurer, sont extrêmement longs, d'une lecture éclairante, mais enfin assez laborieuse, qui, je crois, retrace assez bien l'esprit et la lettre des discussions dans le cadre de ces cycles de négociation. Et donc, je l'espère, vous y aurez très prochainement accès. La défense est-elle dans la négociation ? Non, puisque les marchés publics de défense ont été exclus, comme c'est le cas d'ailleurs dans l'ensemble des accords de libre-échange que nous avons signés jusqu'à présent. Passera-t-il au Congrès américain ? Bon, ça dépend aussi de la capacité du président Obama à faire adopter l'autorité dont il a besoin pour négocier le partenariat, donc le TPA, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais normalement il va faire cette demande et donc l'accord devra passer bien évidemment au Congrès. L'application transitoire des accords avec la Colombie et le Pérou, c'est un dispositif assez classique. Ce qui est appliqué pour l'instant, ce sont les dispositions qui sont de la compétence de la Commission, donc les dispositions commerciales de la compétence de la Commission. Ce qui sera appliqué ensuite de manière définitive, après ratification par les parlements, ce seront les dispositions qui relèvent de la compétence des États. Sur la question de Jean-Luc Bleven, la viande de bœuf, bon, j'entends bien votre alerte sur la particularité du secteur en France. Pour l'instant, nous ne pouvons pas exporter de bœuf aux États-Unis, donc les choses sont claires, en tout cas dans ce sens-là, pour des raisons qui tiennent à l'ESB. Donc il n'y a pas d'exportation de bœuf aux États-Unis, mais bien évidemment, ça fait partie des secteurs qui sont des secteurs sensibles pour la France et qui sont mentionnés à ce titre dans le cadre du mandat de négociation. Et il est bien évident qu'en la matière, nous savons aussi quelles sont les particularités de ce secteur de production, en tout cas pour la France. Patrice Martin-Lalande, donc sur le numérique et la gouvernance de l'Internet, ce n'est pas forcément la bonne enceinte, en tout cas pour ce qui concerne la gouvernance de l'Internet, puisque sont impliqués dans ces questions-là des pays qui sont extérieurs au bloc Union européenne et États-Unis. Il y a des pays, d'ailleurs ceux qui sont les plus dynamiques sur ces questions actuellement, c'est plutôt le Brésil, enfin des pays d'Amérique latine. Donc c'est un sujet qui se traite dans une autre enceinte et puis qui est compliqué parce qu'il implique aussi beaucoup la société civile, des organisations non gouvernementales, les entreprises privées. Donc c'est une enceinte qui n'est pas purement, qui ne se recoupe pas avec les équipes de négociation d'un traité commercial. En revanche, je l'ai dit tout à l'heure, sur la question des données personnelles, par exemple, ou du transfert de l'exportation de données, du transfert de données, notamment dans les pays qui ne respectent pas forcément les mêmes normes en termes de protection de la vie privée et de données personnelles, ce qui est le cas des États-Unis, puisqu'il n'y a pas de CNIL aux États-Unis. Tout ça fait l'objet d'un travail qui est mené sous l'égide de Viviane Reding, puisqu'il y a actuellement un travail sur un règlement et une directive en matière de fichiers souverains et de réglementation des données personnelles. Et puis, il y a un travail aussi sur la renégociation de Safe Harbor, le traité qui lie l'Union européenne aux États-Unis pour ce qui concerne le transfert des données et dont on a bien vu qu'il était notoirement insuffisant. Donc, la France est très favorable à ce qu'il y ait une remise à plat assez extensive du régime de transfert des données personnelles
personnel de l'Union européenne vers les États-Unis, sachant que c'est, à mon avis, un enjeu économique absolument majeur et qui fait pour beaucoup la puissance des entreprises dont on parlait tout à l'heure et qui sont celles qui ne payent pas d'impôts sur le territoire européen. Seba Dagoma, donc sur les lignes rouges que vous avez évoquées, donc le cabotage maritime ou le domaine maritime, on aurait pu citer aussi l'aérien, qui fait partie des sujets offensifs majeurs, les indications géographiques, l'ISDS, les marchés subfédéraux, toutes ces lignes rouges, je l'ai bien rappelé, sont vraiment des sujets, des points durs de la négociation, c'est-à-dire que si nous n'avons pas d'accord sur ces points-là, nous considérerons que le traité n'est pas un bon traité. Aujourd'hui, je faisais allusion aux marchés qui sont fermés aux opérateurs européens, les lignes intérieures, les lignes aériennes intérieures, tout ce qui concerne la navigation intérieure également, tous ces marchés-là sont fermés aux entreprises européennes, alors qu'à l'inverse, ce n'est pas le cas pour les entreprises américaines sur le territoire européen, qui peuvent très bien exploiter des lignes aujourd'hui intérieures au sein de l'Union européenne. Voilà, sur les marchés subfédéraux, là aussi, je crois que c'est extrêmement clair. Un traité qui ne garantirait pas une réciprocité entre les marchés fédéraux et subfédéraux et les marchés européens ne serait pas un bon traité. Donc ça, c'est vraiment aussi extrêmement clair. Et le fait d'inclure les marchés subfédéraux dans la discussion est un point que nous répétons. Mais si ça passe pas au Congrès, il n'y aura pas d'accord. Voilà. Mais si ça passe pas au Parlement français, il n'y aura pas d'accord non plus. Justement, on n'applique pas les accords de manière provisoire. C'est une aberration. Bon, l'extraterritorialité sur la stratégie et la méthode, j'y reviens brièvement parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais je crois qu'effectivement, on a besoin d'avoir une stratégie concertée sur la manière dont déjà on essaye de faire de la diplomatie juridique. Moi, je pense que ce serait très important de pouvoir assurer que la prééminence du droit anglo-saxon peut trouver des contrepoids dans peut-être des zones d'influence qui seraient différentes d'un point de vue géographique, mais en tout cas faire en sorte que le droit d'inspiration latine puisse également être mieux représenté dans les mécanismes de régulation internationaux. Le mécanisme de règlement des différends, d'une certaine façon, il peut aussi, s'il est bien rédigé, apporter une forme de réponse à ce type de litige qui existe entre des entreprises françaises en l'espèce et américaines. Là, ce qui se serait passé dans le cas présent, c'est qu'il y aurait eu un système d'arbitrage indépendant qui aurait pu se prononcer sur un certain nombre d'aspects du litige ou sur le litige lui-même. On voit bien que le système américain avec le grand jury, etc., n'est pas forcément à même de protéger les intérêts des entreprises étrangères lorsqu'il s'agit d'expropriation. Voilà. Donc je pense que ça doit aussi orienter notre réflexion sur le mécanisme des règlements des différends et de manière plus générale avoir une vraie stratégie qui permette de répondre à cette espèce de monopole de régulation qui peut s'installer au bénéfice du législateur ou de l'État américain. Et donc, il faut là aussi qu'on ait une stratégie européenne très forte. Je crois que c'est très compliqué pour un pays de dire qu'il va installer des barrières protectionnistes, sauf à dire qu'on ferme désormais notre économie et qu'on ne fait plus que du local. Ce n'est pas le sens de l'histoire, à mon avis. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on ait une stratégie européenne d'influence et de construction d'une réponse dans tous les cas où la réciprocité n'est manifestement pas respectée et où il y a trop d'unilatéralité dans l'application d'une stratégie commerciale ou juridique. Sur le partenariat transpacifique, moi, effectivement, je pense que c'est en tout cas, c'est ce que disent les interlocuteurs américains, c'est un élément très important de leur politique commerciale actuellement. Ils en font aussi un peu un levier de négociation vis-à-vis de l'Union européenne, parce qu'il est bien évident que si le traité, le TTIP, n'aboutissait pas, il y aurait un déplacement du barycentre des échanges commerciaux et des relations commerciales américaines vers l'Asie.
et je ne suis pas sûre que l'Union européenne en serait gagnante. Donc il y a aussi probablement dans le fait de mener de manière parallèle ces négociations, avec peut-être un peu plus d'avance sur le partenariat, le traité transpacifique, sans doute aussi un peu de tactique de négociation de la part des Américains. Et sur les Chinois, c'est sur nos relations avec la Chine. Je crois que les Chinois sont dans une position de renforcer aussi leur situation de puissance à la fois commerciale et diplomatique au sein de leur zone. Pour moi, ils ménagent un peu toutes les options. On voit bien qu'ils sont actuellement très désireux de renforcer leur présence à la fois en Europe, mais aussi sur le continent africain, de nouer un dialogue commercial et un dialogue stratégique commercial avec l'Europe. Je crois qu'ils sont très désireux de ne pas se lier trop d'un côté ou de l'autre. Je crois que ça fait partie aussi de la façon dont ils envisagent les rapports de force entre les différents blocs continentaux. Donc, bon, pour l'instant, c'est un peu difficile parce que les traités ne sont pas écrits. Il faut en voir la substance avant de pouvoir se prononcer sur la manière dont les cartes du commerce mondial vont être battues. Mais voilà, donc... Bon, merci Madame la Ministre. Jacques Millard voulait ajouter quelque chose. Je voudrais vous dire, Madame, que les problèmes d'extraterritorialité ne se ramènent pas à la prééminence du droit anglo-saxon. Ça se ramène à ce qu'on appelle les conflits de juridiction en souveraineté. C'est réglé par le droit international. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. C'est pas tomber dans le panneau du droit anglo-saxon et transnational. En l'occurrence, on a un conflit de juridiction. Ce conflit de juridiction, les Américains veulent établir une juridiction sur des choses qui ne sont pas reconnues par le droit international. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu une transaction en dollars que vous avez un chef de compétence. C'est là-dessus. Et ça se règle à l'arbitrage interétatique. Donc, si vous n'avez pas cette position ferme, ab initio, pour leur dire maintenant, stop, vous allez trop loin, parce que nous, on peut aussi vous chercher des noix ailleurs, on met ça à l'arbitrage, on verra bien ce qui en sort. C'est ça le problème, c'est les conflits de juridiction, les chefs de compétence. C'est fondé sur l'article 2 de la Charte des Nations Unies, où les États sont égaux et souverains. Or, les Américains vont beaucoup trop loin dans leur volonté de chercher un chef de réduction sur la base d'une législation interne qui est contraire au droit international. Et si vous ne dites pas ça tout de suite fermement, eh bien vous êtes perdu d'avance. Voilà ce que je voulais vous dire. Non, mais je crois encore une fois que il y a effectivement des questions de droit international public qui se posent. Il y a une interprétation de la loi qui est faite par la justice américaine. Il y a plus. Oui, mais c'est. Il est uni, c'est pas la justice américaine. Non, mais c'est une entité unie. La justice américaine considère qu'une transaction en dollars, parce qu'elle est compensée dans une chambre de compensation située sur le territoire de New York en l'espèce, est réputée s'être déroulée. C'est une interprétation de leur droit. Alors on peut effectivement, il y a des organismes, il y a l'OMC, etc. On peut, mais c'est une solution, c'est une procédure qui doit, à mon avis, s'inscrire dans une stratégie qui ne peut être qu'européenne. Je vois pas. Vous n'y arriverez jamais à 28 avec ce truc hétérogène et hétérodoxe. Bon, mais ça c'est les obsessions de Jacques Millard. Mais enfin, il pose une question quand même, qui est le droit, qui est très, très valable. Après, le jugement de Jacques Millard, notre collègue, sur l'Union européenne, on connaît. Non, personne se couche. Non, personne se couche. On ne peut pas parler comme ça. Simplement, il faut apprécier la balance des avantages et des inconvénients dans cette négociation. On aura tous les instruments, encore une fois, pour le faire et, in fine, de déterminer notre position. Par ailleurs, il y a quand même quelque chose, Madame la Ministre, que moi je voudrais souligner, parce que ça mérite en effet d'avoir une discussion politique au sein de l'Union européenne. Le commissaire européen Karel de Gucht ne peut pas se réfugier derrière le fait qu'il est compétent seulement pour les négociations commerciales pour qu'on ne puisse pas poser ce problème d'exterritorialité de façon politique à l'intérieur de l'Union européenne. Ça devrait d'ailleurs être fait
par les instances politiques. À la Commission, il n'y a pas qu'un commissaire chargé des négociations commerciales. Il y a une haute représentante qui, normalement, est censée regarder toutes les relations économiques extérieures. Il y a un Conseil européen. Moi, je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on pose à ce niveau-là. Alors après, peut-être qu'il y a des procédures bilatérales que nous pourrions utilement introduire. Je n'en sais rien. C'est une question, en tout cas, qui mérite d'être élucidée. Mais au niveau européen, ça concerne l'ensemble des relations politiques avec les États-Unis. Ça me paraît assez normal de poser. Alors, il va falloir qu'on termine parce que nous avons une autre réunion derrière. Vous voulez intervenir brièvement? Oui, je sais bien qu'on a une réunion derrière, Madame la Présidente, mais je voudrais dire à Madame Pellerin, dont je respecte complètement les compétences, que le sujet est éminemment politique. Et que donc, il me semble que cette affaire doit être traitée par le ministre de tutelle, M. Fabius, au minimum, voire par le chef de l'État. Encore une fois, j'ai été littéralement scotché quand j'ai vu M. Obama, en réalité, se moquer du président de la République française en lui expliquant que la question soulevée sur l'affaire BNP n'avait pas lieu d'être, parce que c'était le droit américain et que c'était bien dommage si d'autres pays n'avaient pas le même droit. Or, je dis que, techniquement parlant, je suis à peu près sûr que le procureur de New York a fait son travail et qu'il a un case, comme on dit. Ensuite, la sanction est parfaitement disproportionnée. Et surtout, elle soulève, au moment où nous démarrons des négociations commerciales, un problème général d'un rouleau compresseur que un de mes anciens professeurs a appelé ça le soft power, Joe Nye. Ce n'est pas du tout du soft power. Quand vous mettez toute la machine diplomatique, juridique, commerciale américaine pour la domination de vos partenaires étrangers, vous n'êtes pas dans un jeu égal. Et donc, c'est ce problème-là qu'il faut souligner aujourd'hui, au moment où nous commençons la négociation. Et quand je dis qu'il faut mettre pause sur le bouton pause, comme les Américains connaissent bien cette expression, ça ne veut pas dire qu'on met en cause la négociation, ça veut dire qu'on pose la question politique aux États-Unis. Êtes-vous prêt ou pas à être un contributeur de ce traité, ou bien est-ce qu'il faut négocier uniquement sur vos bases? Si on doit uniquement négocier sur les bases du droit américain, y compris de l'État fédéral, la négociation va être rapidement conclue, croyez-moi. Donc moi, je veux bien qu'on continue la négociation, mais à tout le moins, il faut soulever au Conseil de façon urgente cette affaire. Ne pas la traiter comme un cas. C'est quand vous mettez bout à bout les sanctions sur les banques, le fait que l'économie européenne, vous le savez, Madame Pellerin, elle est financée par les banques. Les Américains, eux, utilisent l'épargne, les fonds de pension. Or, sur les fonds de pension, c'est eux qui font les règles. Donc, on est dans un jeu, là, complètement à somme nulle. Si on casse les banques européennes et qu'en même temps, on n'a pas accès aux fonds de pension, comment est-ce qu'on finance l'économie européenne? Et comment est-ce qu'on peut faire une négociation commerciale quand la finance est exclue de la négociation? Et comment est-ce qu'on peut faire une négociation quand la loi américaine est réputée intouchable, circuler? Il n'y a rien à voir. C'est dommage pour vous, M. Hollande, si votre système démocratique est différent. On ne peut pas laisser passer une chose aussi lourde comme si c'était simplement un problème technique, comme vous le suggérez. C'est pas un désaccord tactique entre vous et moi, Madame Pellerin. C'est un désaccord stratégique. Je crois comprendre d'ailleurs que un certain nombre de collègues de gauche sont du même avis que moi. Je n'ai absolument pas dit que c'était un problème technique. Je vous ai répondu en disant qu'il Moi, j'attends la réponse de M. Fabius sur ce sujet-là et celle du président de la République. En disant qu'il fallait une initiative au sein du Conseil européen, précisément parce que c'est un sujet politique. Non, je l'ai dit tout à l'heure en répondant à votre question. Oui, peut-être étiez-vous parti, vous lavez les mains, mais je l'ai dit tout à l'heure en répondant à votre question. Il me semble par ailleurs que ni le chef de l'État, ni Laurent Fabius n'ont manqué de s'exprimer sur la question. Vous l'avez vu dans la presse, j'imagine. Non, ils se sont exprimés sur la question et c'était exactement la réponse politique que vous attendiez. Maintenant, la négociation, elle a lieu entre BNP et la justice américaine. Mais l'intervention politique a eu lieu. Et puisque vous-même, vous étiez compétent sur ces questions-là il y a quelques années, vous auriez pu, je n'ai pas le souvenir de vous avoir entendu vous offusquer sur les lois Helms-Burton et d'Amato, ou d'avoir entrepris des initiatives politiques sur ce sujet. Ressortez-nous les dossiers. C'est vous qui m'avez mis en cause personnellement, dans votre boutique. Mais cette fois-ci, j'ai pas de fiche sur vous, rassurez-vous. J'ai quand même essayé de vous répondre. Quand j'ai exercé vos fonctions,
d'abord, il n'y avait pas de négociation transatlantique. C'était même pas sur l'agenda d'Obama. Il n'en voulait pas. À l'époque, il s'intéressait uniquement à l'Asie. En revanche, sur les affaires touchant à la négociation et l'accès au marché public, on avait un cas à l'époque avec le Canada et avec l'OMC. J'ai été celui, Madame Pellerin, vous vérifierez, je suis sûr que c'est dans vos archives, les archives du ministère. J'ai été celui qui a mis le terme de réciprocité à l'agenda du Conseil, parce que figurez-vous que la réciprocité était dans un accord OMC, mais que l'Union européenne s'interdisait de l'appliquer. Et quand j'ai posé la question de savoir pourquoi, par exemple, dans le cas du Canada, les Canadiens pouvaient nous vendre à nous des trains bombardiers que nous, on n'arrivait pas à vendre dans les États canadiens, on m'a dit la réciprocité, la Commission ne veut pas qu'on l'applique. Retrouver les documents, je me suis battu et c'est devenu la politique de la France et j'en suis d'ailleurs très fier. Aujourd'hui, vous avez repris ce terme de réciprocité, j'en suis bien aise. Maintenant, il va falloir le faire appliquer. Et quant aux lois américaines, j'ai pas eu, pendant la période où j'étais dans vos fonctions, à me frotter aux Américains, sauf sur un cas qui était Havana Club, où là, vous avez l'application d'une loi interne qui fait qu'une entreprise française a été expropriée, je m'en suis occupé, croyez-moi. Au passage, d'ailleurs, si GE achète Alstom, nous ne pourrons plus entretenir les centrales Alstom à Cuba, sachez-le. Et cette interdiction commence dans la phase de négociation où nous sommes, sachez-le aussi. Hein. Vous vérifierez. Alors, nous n'allons pas... pardon, Madame la Ministre, vous voulez répondre à ça, mais on va conclure parce que... Allez-y. Non, mais juste pour terminer là-dessus, et pas question de fiches, etc., la Commission a bien repris, et j'ai dit que dans le mandat de négociation, ce qu'on avait négocié, c'était effectivement qu'il y ait un accès réciproque, qu'il y ait la réciprocité dans l'accès au marché public, et c'est une condition sine qua non. Donc nous faisons... donc ne nous accusez pas, ne faites pas de faux procès. Non, mais en tout cas, la question de l'extraterritorialité, elle se posait déjà à l'époque. Alors, je ne sais pas, j'ai vu les gens d'Havana Club lorsque j'étais à Cuba, je n'ai pas eu l'impression que l'affaire a été particulièrement réglée. Bon. Bien. Alors ce sont... Voilà. Alors, d'abord, premièrement, nous n'allons pas épuiser la discussion cet après-midi, nous allons la reprendre. Deuxièmement, il me paraît en effet légitime. D'abord, nous aurons l'occasion d'interroger Laurent Fabius, puisque manifestement, ce sujet-là est aussi un sujet pour le Conseil Affaires étrangères et probablement aussi pour le Conseil européen. Nous verrons bien si le Conseil Affaires étrangères n'arrive pas à... Voilà. Donc ça, c'est clair que ce n'est pas le cloisonnement des compétences fâcheux à l'intérieur de la Commission qui doit nous interdire de poser ce genre de problème. Mais ce cloisonnement n'existe pas au sein du gouvernement français. Par conséquent, nous pouvons avoir bon espoir. En tout cas, moi, je veux remercier la ministre, Madame Pellerin. Elle a été extrêmement précise, extrêmement disponible pour répondre aux questions et je trouve extrêmement compétente. Je ne dis pas plus que Pierre Lelouch lorsqu'il était en fonction, mais à mon avis, au moins autant. Voilà. Daniel. Une seconde, parce que nous avons été effectivement un peu longs et que nous avons tous d'autres obligations, mais je voudrais à mon tour, effectivement, remercier Madame la Ministre pour avoir répondu à nos questions, y compris quand on est sorti un petit peu du sujet, puisque moi, la première, j'ai posé des questions sur un certain nombre d'autres négociations. Mais je crois que nous aurons l'occasion de travailler ensemble, parce qu'effectivement, on voit bien que ce sujet est encore... la route est longue, hein, et la pente est raide, si je me souviens bien. Voilà.